Qui j'ai d'autre encore? J'ai Léa aussi qui est là. Je le vois dans le test. Ok. Allez, on est bon. Donc ça enregistre. C'est parfait. Depuis 11 secondes. Allez. Donc, et j'ai 5 minutes de retard. Bon, bah voilà, comme d'habitude. Hein. C'est les 5 minutes. On dit toujours c'est le quart d'heure toulonnais ici dans la région. Voilà, je ne sais pas si dans d'autres régions de France, il y a un quart d'heure aussi. Bon, moi, c'est que 5 minutes. Allez, donc la technique, c'est terminé. On est OK. Parfait. Donc, je vous disais hier soir, calcul de primitives, certes. Dites-moi juste si vous m'entendez bien, vous me recevez bien, parce que je n'ai pas eu trop de retours. Bon, j'en ai qui m'ont dit oui, mais je vais être sûre que tout le monde est bien bon ce matin. Calcul, donc aujourd'hui intégrale, bah oui, pour calculer une intégrale, il va falloir faire l'intégration d'une fonction. Hier, je vous ai dit que, je vous rappelle juste, pour refaire la boucle avec le premier cours qu'on a fait gratuit dans le festival Révise ton bac, pour refaire la boucle, qu'est-ce qu'on avait dit? Au début, je vous avais expliqué dans le cours sur les dérivations que finalement, et c'est ce que je vous ai dit hier soir, on est dans un arbre généalogique, dans la famille des fonctions. Dans cet arbre généalogique, on vous a fait travailler depuis le collège sur une fonction f de x. Puis, l'année dernière, en première, on vous a fait faire la fonction fille. Donc ça, c'est le niveau générationnel, on va dire, c'est la génération parent, d'accord? Et puis, on a la génération enfant, f, fille. Enfin, bon, je ne vais pas utiliser ça. La génération enfant, je vous mets ça, voilà. Donc, en première et en terminale, on vous a fait dériver des fonctions. Donc, on est allé à la génération en dessous, les descendants. On a calculé des dérivés. Cette année, en plus des dérivés de fonctions usuelles, vous avez fait les dérivés de fonctions composées. Et puis, en dernière partie d'année de terminale, et de terminale S en particulier, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait finalement faire ceci. On vous fait aller chercher dans cette fonction f de x, qui est la fonction maman, comme je vous ai dit au premier cours, on vous fait aller chercher une fonction grand-parent, grand f de x, donc des familles de fonctions qu'on appelle les primitives. Le fait d'aller de f de x vers la dérivée, c'est ce qu'on appelle la dérivation. Le fait d'aller d'une fonction f de x parent vers une fonction grand-parent, d'accord, par rapport à cette petite fille, c'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est pour ça que l'intégration, calculer des primitives, sert à la base du calcul intégral. Donc c'est ce qu'on va voir ce matin. Petite introduction terminée sur mon arbre généalogique. Vous avez vu dans votre secondaire que vous allez quitter au mois de juillet, parce que je sais que vous allez tous l'avoir, votre bac. Vous avez vu dans le secondaire cette famille de fonctions. Selon les études que vous poursuivrez après, vous en verrez d'autres, bien sûr. Mais le calcul intégral, si on vous le fait faire, vous allez bien comprendre, vous avez compris dans votre cours que l'intégrale va vous servir à mesurer une aire sous une courbe. Vous allez me dire à quoi ça sert de mesurer une aire sur une courbe. Alors, dans le concret, là, vous n'en voyez pas d'application, si ce n'est que vous avez déjà pu tâter du doigt, toucher du doigt, que notamment en physique-chimie, vous utilisez des appareils qui vont faire des intégrations de courbes. En fait, faire des intégrations de courbes, ils vont calculer automatiquement les aires sous la courbe, et en calculant les aires sous la courbe, d'accord, d'un paramètre que vous voulez étudier, en calculant les aires sous la courbe, à un moment donné, d'un point de vue informatique, c'est vrai que c'est fait après informatiquement, on va voir à quel endroit de notre variable, de ce qu'on veut étudier, on aura une aire qui est maximale ou minimale. Je vous le dis toujours, depuis la seconde, sur les études de fonctions, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? En fait, où sont les maximums? Où sont les minimums? Où les dérivés s'annulent? Où est-ce que les intégrales sont maximales, c'est-à-dire claires et maximales? Pourquoi? Parce que c'est révélateur d'une caractéristique de votre variable à un instant donné que l'on veut vraiment faire, on veut focaliser sur cette caractéristique pour pouvoir en exploiter les résultats. Et vous avez vu que beaucoup d'appareils, notamment en chimie, donc, quand vous faites les spectres RMN, vous avez vu que dans vos spectres RMN, la résonance magnétique nucléaire du proton, vous avez des pics, d'accord, correspondant à des N plus 1 uplet, etc. Donc, ils correspondent à des états vibratoires du proton. Et ces pics, vous avez vu qu'à côté, la machine vous sort une courbe d'intégration. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du calcul intégral. On a vu pas plus tard qu'en chimie cette semaine, notamment sur les titrages pH métriques
et conductimétrique. On a vu qu'à un moment donné, quand vous avez votre courbe de saut de pH ici comme ceci, hein, souvenez-vous, allez hop, on fait comme ça, un titrage d'un acide par une base par exemple, hein, hop, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon pH, j'ai ma concentration ici, et on vous met sur l'appareil, l'appareil vous calcule quoi? Il vous fait une courbe d'intégration comme ceci, c'est-à-dire qu'il va calculer l'air sous la surface de la courbe, enfin il vous fait une courbe d'intégration, il fait du calcul intégral, et donc ce pic ici de la courbe d'intégration vous permet de déterminer le point d'équivalence, enfin c'était pas C ici, c'était le volume de base ajouté, donc le volume à l'équivalence. Donc vous voyez que beaucoup d'appareils que vous allez utiliser, que vous avez peut-être déjà utilisé au lycée et que vous utiliserez dans les études supérieures si vous continuez sur des études scientifiques, en chimie, en physique, etc., en biologie, même en mathématiques, vous allez avoir concrètement quelque chose qui va manipuler du calcul intégral. Certes, ce sont des ordinateurs qui le font, mais ce n'est pas indispensable de savoir comment calcule, comment intègre l'ordinateur, comment il calcule par rapport à des fonctions. Allez, j'arrête mon intro, on passe au concret. Enfin, c'était du très très concret ici, hein. J'essaie toujours d'expliquer le pourquoi du comment à chacun de mes cours, pour vous faire comprendre que si on vous fait faire ça, c'est pas pour vous enquiquiner la vie ou dire bah bon voilà quoi, ils cherchent à nous planter ou non, pas du tout. Ça fait partie d'une formation scientifique de base que vous devez avoir au niveau baccalauréat, mais si elle est là, c'est parce que dans le quotidien derrière, je vous l'ai expliqué en chimie, je vous l'ai expliqué en physique, je vous l'explique encore en maths, dans le quotidien derrière, vous allez vous en servir. Soit par des appareils qui le feront automatiquement, soit à un moment donné, vous aurez besoin de le faire vite fait sur un brouillon au papier pour avoir une idée, d'accord, de comment va évoluer les paramètres que vous allez étudier. Vous êtes des scientifiques, vous allez étudier des paramètres, d'accord? Ok? Allez, ça roule. On passe dans le vif du sujet. Tout le monde me reçoit bien, m'entendit bien? Répondez-moi dans la zone de chat. Voilà, hein, j'ai à peu près le retour de tout le monde. J'ai à peu près le retour de tout le monde, donc c'est bon. Je prends le document de cours comme d'habitude, donc si vous avez pu le télécharger dans le module maths CM16 les intégrales, donc c'était disponible en téléchargement. Alors c'est un cours qui est relativement léger, j'ai essayé de rester le plus léger possible là-dessus. Il n'y a pas certaines propriétés que je vais vous dire oralement, donc vous avez le replay, vous pouvez prendre des notes. Il y a quelques petites propriétés, la propriété de positivité, là on en parle dans ce cours. Il y en a 2-3 autres, la relation de Schall n'y est pas, mais parce que je vais la développer un petit peu particulièrement. Donc on va attaquer, bien sûr. On a vu donc sur la journée d'hier, pour ceux qui étaient inscrits au cours d'hier, que une fonction, comme je vous l'ai dit, pouvait s'intégrer. Elle s'intègre en donnant une famille de fonctions qu'on appelle les primitives. On dit toujours les primitives d'une fonction parce que vous avez vu que cette famille de primitives comporte une constante d'intégration qui peut être multiple et variée, d'accord? Donc, toutes les familles qui présenteront le même squelette avec les variables de x plus une constante, c'est la constante qui va faire varier les espèces dans cette famille, les individus, seront des primitives de la fonction f de départ qu'on a vu dans l'arbre, la fonction f de x que vous connaissez depuis votre collège. On vous dit ici donc que on va prendre pour une intégrale, je vais passer très vite parce que maintenant je pense que vous êtes habitués à cette notation. On dit qu'une petite fonction f, enfin une fonction petit f, pardon, d'accord, elle est définie sur un intervalle i, donc elle a un domaine de définition qui est un intervalle i, d'accord, quelconque, hein, et qu'on prend une de ces primitives, donc une qui est fixée avec une constante fixée. Elle a donc une de ces primitives, une fonction grand-parent, f de x, d'accord? Et dans cet intervalle i ici, donc voici ma fonction, hein, par exemple, hein, j'en sais rien. Dans cet intervalle i que je prends de là à là, donc ça c'est mon intervalle i, je vais prendre deux nombres a et b qui sont dans l'intervalle, petit a, petit b, tel que, en général, petit a est plus petit que b. Et on va dire, donc, que l'intégrale, c'est quoi? L'intégrale, ça va être
la valeur, alors je vais peut-être pas le faire en vert parce qu'avec le soleil, je sais que plusieurs fois vous m'avez dit que c'était pas terrible, donc je vais le faire en noir. On va donc dire que si je prends la valeur de cette primitive de la fonction petit f en A et la valeur de cette primitive de la fonction petit f en B et que je fais la chose suivante, f de B moins f de A, d'accord, ben ça s'appelle, c'est la définition, ça s'appelle l'intégrale de A jusqu'en B, donc j'intègre de A jusqu'en B la fonction petit f de x. Par rapport à quoi je l'intègre? Alors cette notation, vous l'avez vu en physique, notamment avec les lois de Newton, par rapport à la variable x. dx veut dire qu'on le fait par rapport à la variable x. Vous allez me dire, c'est évident, c'est f de x, il n'y a pas d'autre variable que x. Oui, c'est évident là en maths, parce qu'on manipule tout le temps x. On a vu dans la loi de Newton, dans les lois de Newton, qu'on manipule par rapport à une variable qui n'est plus x, mais qui est le temps. On a des équations horaires. Et puis, en études supérieures, vous verrez qu'on peut avoir dans une fonction deux variables. On peut avoir une variable position et une fonction temps, ce qui est le cas d'ailleurs dans la dynamique, d'accord, et dans la cinématique en physique. On peut avoir deux variables. La position varie en fonction du temps, certes, mais on peut avoir d'autres choses encore qui interviennent. Il peut y avoir la température qui va intervenir, etc., etc. Donc, si jamais on avait plusieurs variables dans une fonction, on précise bien par rapport à quelle variable on va faire l'intégration, c'est-à-dire par rapport à quelle variable on va chercher les primitives, ou la primitive. Ok? Ça va? Ça marche. Allez, donc, on note intégrale de a à b de la fonction petit f de x par rapport à dx, c'est ça que ça veut dire le dx ici, il n'a rien d'autre qu'une signification, une interprétation de dire quelle est la variable référence pour faire l'intégration. Et on définit que cette intégrale, c'est en fait la différence de la valeur de la primitive en B moins la valeur de la primitive en A. On le note aussi comme ceci, au départ. On le note entre crochets, c'est une convention d'écriture. Donc c'est l'intégrale, c'est la primitive, de la primitive grand F de x comprise entre A en bas et B en haut. Bon, ça... Je pense que vous avez tous compris la notation. Dites-moi si vous ne l'avez pas comprise. Alors vous allez me dire, oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Vous savez, vous l'avez vu en cours, tout du moins je l'espère, vous l'avez vu en cours, que vos profs ont eu le temps de vous terminer le programme. Ça veut dire quoi? Quand on va calculer cette intégrale ici, l'intégration consiste, si on réfléchit bien, j'ai une fonction f, elle est comme ceci. Si je prends sa primitive, je vais trouver, j'en sais rien moi, je vous dessine n'importe quoi. Si je prends sa primitive, j'ai peut-être trouvé ça. Par exemple, j'en sais rien. Sa primitive grand F, elle sera comme ceci. Ça, c'est petit f. Je vous dis ça au pifomètre. Mais on est bien d'accord que quand je vais dériver cette courbe rouge, je vais obtenir une fonction dérivée ici qui est elle-même petit f de x. On est toujours dans l'arbre généalogique. Je prends la grand-mère, je dérive, je vais trouver la fonction maman, d'accord? Et si elle, je la dérive, on est d'accord que ici, je vais trouver un nombre dérivé positif. Donc, j'aurai un nombre dérivé ici qui va être comme ceci. Ça sera la fonction petite fille. Et puis ici, j'ai un nombre dérivé négatif. Donc, peut-être que mon nombre dérivé négatif fera comme ça. Et puis peut-être que ça fera comme ça et que ça fera comme ça. J'en sais rien. On voit bien qu'on a les trois générations. Celle qu'on me donne dans l'énoncé, c'est toujours f de x. Celle qu'on me demande de chercher en calculant l'intégrale, c'est la fonction une génération au-dessus de f de x. Et donc, finalement, intégrer la courbe f de x dx entre a et b consiste en fait à prendre la valeur de f qui est en B, celle que je vais trouver là, et la valeur de f, grand F, je veux dire qui est en A, celle que je vais trouver là, d'accord, et de faire cette différence ici. J'utilise pas de vert, bon c'est un peu brouillon ce que je fais, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez bien. Quand je dis que ça revient faire la différence de deux valeurs de la primitive en A et en B, en fait, ce qu'on mesure ici, c'est cet écart. Finalement, cet écart-là représentera quoi? Donc maintenant, je vais effacer un petit peu mon foutoir.
Cet écart-là représentera quoi? Je vais le faire comme ça sera mieux. Ça, c'était f' de x. Cet écart-là va représenter, en fait, et on le sait, hein, par démonstration, par calcul, par expérimentation, cette valeur-là, alors là, ce n'est pas forcément à l'échelle, hein, j'ai pris une fonction primitive n'importe comment, elle n'est peut-être pas comme ça, mais ce que je vais trouver en différence f de b moins f de a représente l'air qui est assuré sous ma courbe bleue. D'accord? Ok? Est-ce que ça va? Voyez bien que première terminale, on vous a fait faire celle-là par rapport à une courbe bleue. D'accord? Mais maintenant, fin de terminale, en plus de celle-là que vous savez faire, calculer une dérivée, on vous fait calculer une primitive. Ici, on en fixe une et on dit, ben, dans l'intervalle AB appartenant au domaine de définition I de ma fonction f, je vais calculer, puisque j'ai trouvé la primitive, donc la fonction grand-mère, je vais calculer l'image de petit b et l'image de petit a par la fonction primitive, grand-mère, et en faisant la différence de ces deux, eh ben, mathématiquement, c'est prouvé, et ce n'est pas le but de le démontrer aujourd'hui, et même ce n'est pas le but de votre classe de terminale, ni même de l'examen du bac, on sait que ça représente l'aire assurée verte sous la courbe. Donc il y a des gens assez puissants qui l'ont démontré, qui l'ont prouvé. On vous demande donc aujourd'hui de le comprendre, de l'admettre, mais pas de le démontrer, on est bien d'accord. Ok? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous comprenez cette relation entre trois générations de fonctions que je n'ai hélas pas représentée ici par trois couleurs différentes? Parce que le vert, est-ce qu'il se voit? Ouais, ça va, il se voit. Moi, j'aurais pu le faire. La dérivation, vous savez faire. L'étude de fonction, vous savez la faire depuis le collège. Enfin, vous avez commencé à la faire au collège. La dérivation, vous avez commencé à la faire en première, vous l'avez terminée cette année. L'intégration, vous terminez cette année avec ça. Et il y a une relation entre ces trois générations de fonctions qui se retrouvent aujourd'hui notamment par rapport à la courbe f de x et la courbe de la fonction grand-mère, la primitive, avec le signe d'intégration. Intégrale de AB de f de x, c'est la différence de la valeur de la primitive en b moins la valeur de la primitive en a. Ok? Si vous avez compris ça, cette notation, vous savez faire tous les calculs d'intégrale. Pourquoi? Parce que le plus dur dans un calcul d'intégrale, c'est de trouver la primitive, ou les primitives, en général ça sera la primitive hein, dans un exercice. On ne veut plus avoir la constante d'intégration, elle ne nous intéresse pas. Et si on réfléchit bien en faisant la différence de f de b moins f de a, ici je me trimballe une constante d'intégration que je ne connais pas, ici je me trimballe une constante d'intégration que je ne connais pas, quand je fais la différence des deux, elle saute. J'ai c, et là j'ai moins c, elle saute. Donc finalement en faisant ça, on fait disparaître la constante d'intégration. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous comprenez ce fondement du calcul intégral? Répondez-moi dans le chat. S'il y a quelque chose qui vous pose problème, il faut me le dire. Hein. Mais après, au bac, l'intégrale, bah, pour vous, la plus grosse difficulté consistera à faire ce qu'on a fait hier. C'est trouver la primitive. Enfin, trouver les familles de primitives d'une fonction. Pour ensuite, une fois que vous l'avez trouvé, il vous reste à faire, on vous dit dans l'intervalle machin, calculer l'intégrale, il vous reste à calculer l'image de b par la fonction primitive, moins l'image de a, basta, c'est fini. Vous n'oubliez pas juste de faire attention, on le verra tout à l'heure, aux unités d'air qui vous seront données dans le sujet. Ça va? Tout le monde me dit ok, oui, nickel, c'est bon? Allez, bah, parfait. Donc voilà, ayez bien à l'esprit ce schéma qui n'est pas très beau, excusez-moi, mais ce schéma qui va imbriquer toutes vos notions en matière de fonctions mathématiques sur le secondaire. Ok? Ça va? Allez, c'est parti. Donc, on a compris la notation de l'intégrale. Tac, 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 tac. Pourquoi il marque aujourd'hui mon stylo? C'est pas top, ça. Bon, allez. Donc, on va continuer sur notre cours. On vous dit donc ça c'est bon, somme de A à B, donc le signe intégral se lit somme de A à B, bon ça on passe là-dessus. L'ordre de A et de B est très important, hein, toujours. L'ordre de A et de B, il faut toujours qu'on fasse la borne supérieure, ce qu'on vous dit dans l'intervalle. Hein. Donc je reprends mon intervalle. Ici j'avais X, ici j'avais Y. Bon là j'ai ma courbe, hein, d'accord. On prend toujours ici, ce qu'on appelle la borne inférieure. Ici, c'est la borne supérieure. Donc, mettons que ça soit mon intervalle I. Hein. OK.
Dans cet intervalle I, je prends petit a et petit b. Petit a, par convention, c'est la borne inférieure. Petit b, c'est la borne supérieure. Et on fait toujours la somme de la borne inférieure à la borne supérieure. Donc, on fait toujours le grand F primitif de la borne supérieure moins la primitive de la borne inférieure. Toujours le plus haut moins le plus petit. En A et B, je parle. Ça ne veut pas dire que l'image de B par rapport à la fonction f est plus grande que l'image de A par rapport à la fonction grand F. Effectivement, ici, j'aurais pu avoir f de A qui est ici et f de B qui est là. On voit bien que f de A ici est plus grand que f de B. Enfin, là, c'est petit f, hein, mais imaginons que ce soit la courbe la primitive. Hein. Donc, attention, les images de A et B ne sont pas forcément dans le même ordre que A et B. Hein. D'accord? Ce qui fait que vous aurez des intégrales positives et des intégrales négatives. OK? Ça va? Bon, la variable x apparaissant dans l'intégrale est une variable muette, on peut aussi l'écrire, d'accord. Donc la variable dx apparaissant dans l'intégrale est une variable muette, on peut aussi l'écrire. Ce qu'on vous disait, hein, on n'est pas obligé d'intégrer par rapport à x, on peut intégrer par rapport à t, le temps, on peut intégrer par rapport à θ, une température, etc. etc. Donc, ce qu'on va mettre ici, f de x dx, ça, c'est ce qu'ils appellent la variable muette, parce qu'on aurait très bien pu mettre f du temps, donc on intègre ici par rapport au temps, ou f de la température, parce qu'on intègre par rapport à la température, etc., etc., etc. Ça marche? Bien. On continue. Je passe assez vite là-dessus. Le résultat du calcul d'une intégrale ne dépend pas de la primitive choisie. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait la différence, celle-ci, elle va s'exprimer sous forme d'un machin, plus une constante d'intégration. D'accord? Enfin, je vais mettre des parenthèses, c'est mieux. Moins celle-ci, qui sera avec A, bien sûr, plus une constante d'intégration. Ce qui fait que plus constante d'intégration, moins constante d'intégration, eh bien on voit bien qu'ici, le calcul d'une intégrale ne dépend plus du tout de la constante d'intégration de vos primitives. Donc, on pratique pour la plupart des exemples, on vous met en fin de la page, on ne tient pas compte des constantes d'intégration. Alors, on va faire un petit exemple concret d'application. On va commencer par une primitive simple. Hop, primitive très simple. On vous dit ici dans l'énoncé, je vais prendre du bleu, il a l'air plus en forme. Calculer donc l'intégrale, donc ici, de moins 1 à 2 de la fonction f de x qui est en fait 2x2 plus 3, et bien sûr par rapport à dx. Ça marche? Donc on va dire soit f de x égale 2x2 plus 3, et on va d'abord commencer par chercher quoi? La famille de ces primitives. Comme je vous l'ai dit hier, quand on est dans une forme linéaire, d'accord? Rien de particulier, forme linéaire avec des termes séparés par des plus ou des moins. Ici, on a un terme de degré 2, x au carré, séparé du 3 par un plus. Ben, on va considérer, bien sûr, ici c'est un polynôme du second degré, on va considérer donc, comme j'ai dit hier, vous découpez au ciseau votre fonction en éléments élémentaires que vous savez intégrer. Ben, je sais intégrer celui-ci et je sais intégrer celui-ci. Et comme on l'a vu hier dans les propriétés sur les primitives, cette fonction est composée de deux fonctions qui s'ajoutent, une fonction du second degré et une fonction constante, dont je sais calculer les primitives. Donc finalement, ces deux fonctions qui s'ajoutent, pour la fonction petit f de x, je pourrais ajouter les deux primitives, celle-ci et celle-ci, je les ajouterai aussi, puisqu'on peut additionner des primitives, les soustraire, et même, on a vu hier, certaines en multiplier, avec après le formulaire de calcul de primitives de fonctions usuelles ou composées qui va bien. Bien, eh bien écoutez, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, j'intègre 2x2. 2x2, donc on se rappelle dans notre formulaire de calcul des primitives de fonctions usuelles qu'on est sous la forme, alors k ici, je le note, un x à la puissance n, ok? Et que kx à la puissance n, si je reprends mon formulaire que j'avais hier dans le cours, kx à la puissance n, on vous dit que finalement, ça s'intègre de la forme
ici, on aura des familles de primitives qui seront sous la forme, il commence à être fatigué lui aussi, hein. Alors, 1 sur n plus 1, on n'oublie pas de multiplier par k, la constante ici qui a devant le 2 se conserve, et en dérivation et en intégration, je le répéterai 10 000 fois, mais pour bien que vous le reteniez. Lui commence à être fatigué, donc on va en prendre un autre. Hop, zou. Donc ici, c'est mieux, égal à k fois 1 sur n plus 1, que multiplie x à la puissance n plus 1. On est OK? C'est mon formulaire, hein. Donc le formulaire, je répète encore pour ceux qui n'étaient peut-être pas hier avec moi, le formulaire, il y a deux solutions. Soit au bac, on ne file pas la calcul, ce qui n'est pas le cas cette année, c'était en débat. Et donc, on vous mettra le formulaire en bas du sujet d'examen. Soit on vous donne une calcul, et à ce moment-là, en théorie, vous êtes censé l'avoir dans votre calculatrice, hein. Donc, n'oubliez pas quand même de vérifier que vous avez tout rentré, hein. C'est pas interdit de mettre les formules dans la calculatrice. On ne vous demande pas de connaître tous ces tableaux par cœur, hein. On vous demande de savoir les appliquer. Je rabâche, je répète, mais plus je vais rabâcher, plus j'active votre mémoire à long terme, hein. Allez, donc ici, puisque c'est comme ceci, on sait très bien que finalement, notre 2x2 va pouvoir s'intégrer de la manière suivante, c'est-à-dire j'avais 2, donc je conserve mon 2 ici. Donc 2x2 s'intègre de la manière suivante, ça j'avais f, là j'avais grand F, et je cherche grand F. Mon 2x2 s'intègre en disant, je prends k, 2, je multiplie par 1 sur n plus 1, n valait 2, donc je vais faire 1 sur 2 plus 1, 3, que multiplie x à la puissance n plus 1, j'avais n qui valait 2, donc que multiplie x à la puissance 2 plus 1, 3. Donc en fait ici, c'est 2 tiers de x au cube. D'accord? On peut vérifier, on conseille de le faire, c'est quand on a appliqué notre formule. Si on dérive ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Le 3 descend la marche, il va venir multiplier le 2 tiers. Ici, je descends mon exposant d'un degré 1, donc je vais me retrouver à x2. J'aurai 3 fois 2 tiers x2, 3 fois 2 tiers, les 3 s'annulent, il me restera bien 2x2. Et puis ici, bon, je ne vais pas refaire le calcul dans le détail, c'était pour rentrer dans l'échauffement ce matin, mais vous savez très bien qu'une fonction constante va s'intégrer de la manière suivante. C'est que si j'ai une fonction constante, c'est-à-dire si j'ai k, elle s'intègre de la manière suivante. C'est que f, c'était k fois x plus c. D'accord? Donc si j'ai 3, ça veut dire que la fonction grand-mère de cette fonction petit f de x, enfin la fonction ascendante de cette fonction petit f de x, c'était donc ici 3x plus une constante. D'accord? Bien. Là, j'ai oublié de mettre la constante, hein, bien sûr. Ça marche? Et bien voilà, j'ai décomposé mes deux blocs. Je leur ai trouvé chacun leur primitive à ces blocs. OK? Puisque ma fonction f, c'est la somme de ces deux blocs, et bien donc, la primitive, enfin, les primitives de f de x, ça sera la somme des primitives de chacun des blocs. Donc on y va, c'est parti. On va en arriver à dire que grand F de x ici, c'est 2 tiers de x au cube plus une constante petit c, d'accord? Donc on va mettre plus une constante petit c, et puis celle-là on va l'appeler c', plus, puisque j'avais un plus, les primitives donc de 3, c'est-à-dire 3x plus une constante d'intégration c'. Par commodité d'écriture, hein, qu'on ajoute ici 2 et par exemple 3, si j'ajoute 2 et 3, ça fera 5. Donc on va dire que finalement, tout ça, c'est 2 tiers de x au cube plus 3x plus une grande constante c qui est la somme de c et c'. Donc voici la famille des primitives de la fonction petit f de x. Une fois que vous avez ça, vous avez fait le plus dur, hein. Vous avez fait le plus dur, pourquoi? Parce qu'après, intégrer, ça reste relativement simple, hein. Intégrer, ça reste relativement simple, c'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour intégrer de moins 1 borne donc inférieure, c'est-à-dire borne inférieure de ma somme, de mon intégrale, jusqu'à 2 bornes supérieures, et on va donc prendre cette fonction-là, 2 tiers de x au cube plus 3x plus c,
Alors, soit vous le marquez, plus C, soit vous ne le marquez pas, parce qu'après, par convention, on convient bien que ce C va disparaître quand on va faire la différence. Donc, on ne le marque pas en général. Maintenant, si vous voulez le marquer, n'oubliez pas, dans le détail du calcul derrière, de barrer les C de manière à montrer qu'il s'annule. Pris entre moins 1 et 2. D'accord? Bien, donc on va calculer, on a la primitive. On va calculer son image en 2, puisque c'est B, la borne supérieure, et on va lui retrancher l'image de cette fonction primitive avec moins 1, et on aura trouvé notre intégrale. On va le faire. Donc ici, je passe de ce côté du tableau. On va donc faire que C égale cette intégrale de moins 1 à 2 de f de x dx. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 2 tiers de x au cube, donc quand j'ai 2, ça va être 2 tiers de 2 au cube, plus 3 fois 2, 6, d'accord? Ça, c'est le premier, moins 2 tiers de moins 1 au cube, 2 tiers que multiplie moins 1 au cube, plus 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins 3. Et attention, vous mettez bien tout ça entre parenthèses, parce que vous voyez qu'il y a un moins qui va agir avec un moins, ici. Donc, il va y avoir un changement de signe. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va. OK. Ce qui nous fait 2 au cube, c'est 8. 8 fois 2, 16. 16 divisé par 3, ça ne se simplifie pas. Donc, j'aurai 16 tiers, plus 6, moins 2 tiers fois moins 1 au cube. Moins 1 au cube, ça fera moins 1. Donc, moins 1 fois 2 tiers, ça fera moins 2 tiers. Avec moins devant, ça fera plus 2 tiers. OK? Et moins par moins plus 6. Ça marche? Donc, je vais avoir 16 tiers plus 2 tiers, ça me fera 18 tiers. Plus 6 et 6, 12. 18 tiers, ça fait 6. 6 et 12, 18. En théorie, ici, alors on va marquer 18 unités d'air, vous savez pourquoi, on obtient une intégrale qui vaut 18. Est-ce que c'est bon pour vous? À part que là, dans le truc, ils me mettent 15. Pourquoi? J'ai fait une erreur quelque part. 16 tiers plus 6. 16 tiers plus 6. Moins 2 tiers, moins 3. Pourquoi il me marque moins 2 tiers, moins 3 égale 15? Ça fera plus 2 tiers, moins 3. Plus 2 tiers, plus 3. Ah, pardon, c'était autant pour moi. Vous avez vu mon erreur? Voilà, je vais trop vite. C'était 3. Donc ici, ça fait 6 et 3, 9. OK. Et 6 plus 9, ça fait 15. Voilà. Autant pour moi, j'avais fait moins 3 égale plus 6. Donc vous voyez mon erreur, là aussi. C'est bien que j'en fasse, parce que vous voyez celle que vous pouvez faire au bac. Voilà, donc prendre son temps de bien vérifier les calculs. Je n'avais pas fait d'erreur de signe, mais j'avais juste dit que moins 3, ça faisait plus 6, ce qui est un peu grave quand même à ce niveau-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi si c'est bon pour vous, si vous avez compris le principe du calcul intégral. Si vous avez compris ça, ça sera tout le temps ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. Le plus dur ici, vous l'avez vu, c'était de trouver la primitive de ce machin-là. D'où le cours d'hier qui était important avec le TD, parce qu'on s'est entraîné. En TD, vous avez beaucoup d'exos que je vous ai mis de manière à ce que vous puissiez vous entraîner, sachant que on ne sortira pas de l'intégration d'un polynôme, comme ici, de l'intégration d'une fraction de fonction qui souvent aboutit dans une fonction logarithme népérien en primitive, d'accord, d'une fonction exponentielle, parfois une fonction racine carrée. Allez. Après, intégrer les fonctions trigonométriques, bon, c'est relativement simple, c'est jamais trop compliqué non plus, voilà. Mais vous ne sortirez pas de là. Est-ce que c'est bon pour vous? Répondez-moi. Younes me dit « Ok ». Salma me dit « Oui ». Ambre me dit « C'est bon ». Léa me dit « Oui ». Ok, ben ça va. J'en ai qui manquent un appel ce matin. Bon, tant pis. Allez se réveiller, là, c'était bien. Allez, c'est bon. Donc, vous avez un premier exemple. Il y avait un deuxième exemple ici avec racine de x moins 1 au carré. Donc, on va le faire. Racine de x moins 1 au carré. Maintenant, pour ne pas prendre celui du cours, je vais vous en prendre un autre, tiens. Pour ne pas prendre celui du cours, on va faire une intégrale. Je vais vous faire une intégrale avec quoi?
Ça vous dit de faire une intégrale avec une fonction ln? Allez, on va faire ça. X sur x plus 1 au carré. Allez, on va faire ça. On va dire, donc je calcule l'intégrale. Je calcule l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x sur x2 plus 1. Bon, allez, samedi. x2 plus 1. Il me semble qu'on l'a faite hier soir, celle-là, mais je ne sais plus. dx. Hein. D'accord? Donc, pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de x sur x2 plus 1 dx, il faut d'abord que je commence par dire donc soit f de x hein, qui est égal à x sur x2 plus 1. OK? Impeccable. Alors, comment je vais pouvoir déterminer une primitive? Je vous ai dit hier, ce qui vous met sur la voie, donc les indices qui vont mettre sur la voie pour trouver la bonne formule, c'est la chose suivante. La chose suivante, c'est quoi? C'est qu'on constate ici que j'ai, première chose, un quotient, une fraction de deux fonctions. Et si je regarde dans le détail la fraction de deux fonctions, je m'aperçois qu'ici, j'ai une fonction de degré 2 et qu'ici, j'ai une fonction de degré 1. D'accord? Et je vous ai dit hier, quand vous avez une division de fonctions avec un écart de 1 dans le degré de x, et que, on l'a vu un peu plus tard dans le TD, vous avez au numérateur celle qui a le degré le moins élevé et au dénominateur celle qui a le degré juste un cran au-dessous, vous allez certainement vous retrouver dans un cas de figure où là, vous avez probablement un U' normal et que là, vous avez un U normal. Si j'ai U qui est au carré, quand je dérive un carré, je tombe sur un degré 1. Donc, on est forcément sous une forme à peu près U' sur U. Et si on est sur une forme U' sur U, dans mon tableau donc, des primitives des fonctions composées, U' sur U, je trouve quoi? Je trouve que la primitive est certainement de la forme ln de U, plus une constante. D'accord? Si ça c'est f, sa primitive sera certainement comme ceci. Donc ce qui vous met sur la voie ici, c'est ces différents indices. Une fraction, une fonction x de degré 1 au-dessus, par exemple, et le degré immédiatement au-dessus, c'est-à-dire degré 2, en dénominateur. Ça va? Ça vous donne déjà une indication que probablement vous êtes ici f de x sous une forme U' sur U. C'est plus facile après pour intégrer. Donc comment on fait? On dit, posons U de x, c'est comme ça qu'on rédige, égale x2 plus 1. J'en déduis que U' de x, ça fait combien? Répondez-moi dans le chat. Tatan! Oh, réveillez-vous! Ça fait combien U' de x? Si je dis que U de x, ça fait x2. Ok, 2x. Bien joué, Younes. 2x. Donc, U' de x, c'est 2x. Et ici, donc, on dit, f de x, finalement, c'est quoi? F de x est de la forme U' 2x sur U. Mais pour trouver exactement U' sur U, c'est-à-dire j'aurai 2x sur x plus 1 alors que je n'ai que x sur x plus 1, on voit bien qu'ici, on a multiplié par 1,5, c'est-à-dire on a divisé par 2. Pourquoi? Parce que si je multiplie par 1,5, ce U' qui est 2x, d'accord? Quand je vais le mettre là, il va avoir son 2 qui est annulé par le fait qu'ici, je divise par 2. Donc f de x est de la forme 1,5, donc un coefficient que multiplie U' sur U. Et on sait que ça, avec notre formulaire, ça s'intègre sous la forme ln de U plus constante, en n'oubliant pas de dire que tout ça, bien sûr, hop, plus constante, je le multiplie par 1,5, puisque j'avais une constante devant, un coefficient 1,5 devant qui se conserve dans l'intégration, donc il ne faudra pas oublier le demi ici. Est-ce que c'est bon pour vous?
Comprenez comment on décompose? Je disais hier, il faut découper ici. Quand vous voyez votre fonction, vous la découpez en morceaux. Il y a deux morceaux évidents puisque c'est une fraction. Il y a le numérateur, le morceau du haut, et le dénominateur, le morceau du bas. Et vous essayez de les comparer les uns aux autres. Et si vous voyez qu'il y a une différence d'1 degré, ce qui est le cas ici, et que le degré le plus faible est en haut, de suite, pensez que la fonction est peut-être sous cette forme. Essayez de décomposer comme on vient de faire, en disant, ben, si je pose ça, sa dérivée c'est ça. Or là, je veux que x et pas 2x, il ne faut pas que j'oublie de multiplier par 1/2. Elle est sous cette forme-là, dont une primitive est ln de u. Enfin, dont les primitives sont ln de u. C'est bon? Vous avez compris ou pas? Les nouvelles mises à jour disponibles. Je m'en fous, Windows, c'est pas le moment de me couper pour faire la mise à jour. Non mais, est-ce que c'est bon? Ça vous paraît compliqué ou pas? J'ai pas pris volontairement l'exemple du cours. Celui du cours, vous pourrez le faire, hein, c'est avec une racine de x. Hein, d'accord? Ça va pour vous? Tout le monde me dit c'est bon? Ben ça va, ok, impeccable. Donc à partir de là, ben maintenant on a fait le plus dur. Hein. On a fait le plus dur, donc on va donc dire f1 dont les primitives, je vous le rédige comme il faut, hein, dont les primitives grand F de x sont de la forme ln de u plus constante, d'accord? On va donc écrire ici que grand F de x, ça serait donc ln de u, on a dit que u c'était x2 plus 1, plus constante, et on n'oublie pas bien sûr le coefficient qu'on avait, d'accord, qui se conserve quand j'intègre, comme il se conserve dans la dérivation, il se conserve quand j'intègre, donc lui ici, là, il ne faut surtout pas l'oublier, hein. Sinon, vous allez louper quelque chose. Et voilà, j'ai trouvé mes primitives de f. Maintenant que j'ai trouvé mes primitives de f, bah, c'est doigt dans le nez hein, pour pouvoir faire le calcul intégral. Alors, comme d'habitude, je m'étale sur le tableau. Donc, je vais vous le faire là. Je m'étale toujours. Je vais vous le faire là, ici, dans le coin. Donc, maintenant, on va avoir intégrale de 0 à 1 de f de x par rapport à x est égal à quoi? Ben, c'est égal à grand F de x, c'est-à-dire 1/2 de ln de x plus 2 de x2 plus 1, pardon, je vais y arriver, compris entre quoi? Entre la borne inférieure 0 et la borne supérieure 1. D'accord? Bon, on y va hein, maintenant, donc on va dire que c'est 1/2 de ln de 1 au carré plus 1. Ça, c'est le premier. Non, il ne faut pas que je mette des crochets, sinon on confond. Donc, je mets des grandes parenthèses, d'accord? N'oubliez pas de l'écrire comme ça fait un peu bourrin. Pourquoi je mets ces grandes parenthèses au-dessus de plus petites parenthèses? Parce que dans le calcul primitif, on a ce fameux moins ici. Et si on ne met pas nos parenthèses comme il faut, bah souvent ce moins avec un autre moins qui est déjà dedans, on le zappe. Et donc, on oublie la règle des signes. Et donc, on a un calcul qui est complètement faux à la fin. Le raisonnement est juste, mais le calcul est faux. Donc malheureusement, vous ne chopez pas 100% des points. C'est ça qui est dommage. Hein? Ok? 1/2, donc on est 1. Et là, donc c'était lui aussi, il n'est pas bien. Je vais le changer. Allez hop. Aujourd'hui, je les change tous. C'est la fin. C'est le dernier cours de maths. Ils sont tous changés. Voilà. Ils seront tout propres pour les prochains. Moins 1/2 de ln de 0 au carré plus 1. Et je ferme. Donc là, tout va bien, j'ai des plus dedans. Mais si j'avais eu des moins, le fait de mettre des grandes parenthèses ici me permettait de bien distinguer qu'il y avait une règle des signes qui s'appliquait. Un conseil, hein, sur votre brouillon, ou même sur votre copie, si vous le faites directement sur la copie, mettez-les parenthèses. Hein. Le prof, il ne va pas vous traiter de neuneux ou de trisomique parce que vous mettez plein de parenthèses. Au contraire, il aura compris que vous faites attention aux règles de calcul et aux priorités de calcul. 1/2 de ln de 1 carré plus 1, ça va nous faire donc 1/2 de ln de 2. Bon, il a une valeur décimale. Moins 1/2 de ln de 0 au carré plus 1, donc moins 1/2 de ln de 0. Combien ça fait ln de 0? Alors? Ln de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et ln de 0, ah ben, c'était un mauvais exemple.
Non, ln de 1, je vous dis une bêtise. Ouh là 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 là. Voilà. Combien ça fait ln de 1? ln de 1, ça fait... Répondez-moi dans le chat. Allez, celle-là, vous devez la connaître. Retenez exponentielle de 0, ça fait 1. La fonction ln, c'est la fonction reverse, retour en arrière, de la fonction exponentielle. Si ln de 0 fait 1, ln de 1 fera 0. OK? Donc ça s'annule. J'obtiendrai donc que mon intégrale ici, c'est égal à quoi? Mais c'est égal, ça a une valeur décimale, hein, bien sûr. Ça, après, vous prenez votre calculatrice, vous pouvez le calculer. Hein. Votre intégrale de f de x dx vaut 1 demi de ln de 2, de log népérien de 2. Ça va pour vous? On a pris un autre exemple ici avec une intégration qui permettait d'aboutir à une forme de ln de u. D'accord? Logarithme népérien d'une fonction. Fonction composée, donc en fait, hein, une fonction est couplée à une fonction log. C'est bon pour vous? Yes or not yes? Ouais. Allez, alors si c'est bon pour vous, on va continuer. Donc là, je vous ai pris un petit exemple. Je ne vous ai pas pris celui du cours, hein, donc voilà, pas de problème. Alors, on va quand même vérifier 2-3 choses. Je vais vous parler maintenant, bien évidemment, des propriétés immédiates, notamment de la relation de Chasles, qui est évidente pour tout le monde. Alors, on peut s'en servir, hein, effectivement, de la relation de Chasles. Ben non, ce n'est pas la peine que je le remette, ça. Alors, allons-y. Donc, vous voyez, ça ne va pas sortir de ça. Hein. On vous donnera au bac, ici, probablement peut-être des fonctions composées avec exponentielle et puis des polynômes ou des fonctions affines. On vous donnera peut-être ou des sinus ou des cosinus, pourquoi pas. Hein. Bon, sachant que le sinus ou le cosinus, on ne va pas aller jusqu'à tangente. Le sinus ou le cosinus, il s'intègre facilement, il n'y a pas de problème. On sait que le sinus se dérive en cosinus, donc l'intégration d'un cosinus, c'est un sinus. Et l'intégration d'un sinus, c'est moins le cosinus. On l'a vu hier, ça. Donc, on peut vous donner des fonctions trigo. On va surtout vous donner des fonctions exponentielles. C'est très pratique, la fonction exponentielle. On va vous donner des trucs comme ça pour sortir une fonction logarithme népérien. Et on peut vous donner aussi une fonction polynôme, pourquoi pas, mais bon, ça c'est quand même un peu facile, donc peut-être qu'ils ne le feront pas. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier aussi, dans le TD qu'on a vu, on avait un truc inversé, c'est-à-dire qu'ici j'avais le degré 2 et là le degré 1, et je vous dis, attention, une fraction peut toujours se décomposer. Donc pour ceux qui étaient avec moi hier, regardez le TD, hein, de nouveau, pour avoir cette petite astuce de décomposition de votre fonction, de découpage en petits morceaux qu'on sait intégrer. Allez, relation de Chasles. Bon, ben, relation de Chasles, c'est comme pour les vecteurs. Hein. Lui, il ne s'est pas foulé. Non, non, il était très grand. Chasles, c'était un très grand mathématicien notamment. Il a dit quoi, relation de Chasles? Il a dit Gy, Gx. J'ai une fonction comme ceci. Par exemple, tiens, une courbe de titrage pH métrique, par exemple. Conductimétrique. Pas mal, ça, hein? Ça vous rappelle quelque chose? Hein. Allez, et puis on va dire, bah, je détermine des points importants. Ici, je sais que j'ai une partie linéaire. Donc, je vais dire qu'ici, j'ai A. Ici, je vais dire j'ai B. Et puis ici, je vais dire j'ai C. Ma fonction, je l'étudie sur l'intervalle AC. Il a dit une chose qui est la suivante. On voit bien ici que cette fonction a une variation. Hein. Enfin, il y a un moment donné où il y a un changement de pente. Donc, ce n'est pas forcément symétrique. Hein. Je n'ai pas fait pile un triangle isocèle ici inversé. Donc, ce n'est pas forcément symétrique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément la même surface d'air verte et bleue. Hein. Il a simplement dit donc, que cette fonction f qui est ici, il a dit que finalement, pour calculer l'air qui est sous cette courbe ici, comme on a, comment dirais-je, probablement, donc par rapport à cette courbe ici, on a vraiment un angle saillant là. Hein. Donc on voit bien qu'on a deux demi-tangentes en ce point. Hein. J'ai une tangente comme ceci, une tangente comme ceci. Donc quand on a deux demi-tangentes, on a vu qu'il y avait
probablement l'histoire que cette fonction, certes, elle est continue, mais elle n'est pas dérivable ici au point B. Elle n'est pas dérivable au point B. Donc, elle nous pose quelques problèmes d'exploitation si elle n'est pas dérivable au point B, puisqu'au point B, elle admet 2 demi-tangentes, elle n'est pas dérivable. Ici, il a dit, finalement, pour calculer l'aire, je peux décomposer. Il a prouvé qu'en faisant l'intégrale de a à b de f de x dx, donc celle-ci, la verte, en lui ajoutant l'intégrale de b à c de l'autre portion de courbe, donc je fais la jonction au niveau de b jusqu'à c, de f de x dx, et finalement, j'additionne les deux parties et je trouve l'intégrale de a à c de ma fonction f de x intégrée par rapport à x, bien sûr. Donc ça, c'est la relation de Schall, tournée à l'envers. C'est que à partir du moment, elle est utile, pourquoi? Elle est utile quand on a des fonctions qui sont certes continues, mais par exemple pas dérivables en un point. Et donc, comme il y a cette rupture de dérivabilité, en fait, dans le point où on n'a pas de dérivabilité, on va dire, je coupe, je peux étudier sur cette partie, puisque là, elle est dérivée tout le temps, y compris jusqu'en B. Je peux étudier sur cette partie, puisqu'elle est dérivable tout le temps, y compris en B, d'accord? Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Je peux ajouter les deux, et en ajoutant les deux, finalement, je trouve la totalité de quelque chose qui, au départ ici, souvenez-vous, le nombre dérivé ici, comme j'ai deux droites qui sont complètement inversées, le nombre dérivé ici, il n'est pas fini, d'accord? Ici, j'ai un problème de dérivabilité puisque j'ai une demi-tangente comme ceci et une demi-tangente comme ceci, d'accord? Ça va? Est-ce que vous avez compris ça? Donc ça, c'est la relation de Schall. Ensuite, l'intégrale, c'est un nombre positif ou nul, voire négatif, parce qu'il représente une courbe, une aire. Une fonction continue positive sur AB. Donc, si j'ai une fonction qui est continue et positive sur AB, par exemple sur celle-ci, là, d'accord? Elle est bien positive, cette fonction, elle est au-dessus de 0. Donc, mon aire, ici, elle est positive. L'intégrale est positive. Par contre, j'aurais pu avoir ceci. Voilà, ceci. J'aurais pu avoir celle-là de fonction, d'accord? Cette fonction-là, elle avait une partie de l'intégrale positive, une partie de l'intégrale négative, d'accord? Ça va? Donc ici, on voit bien que dès lors que la courbe passe sous l'axe des abscisses, l'intégrale sera négative. Dès lors que la courbe passe au-dessus de l'axe des abscisses, l'aire devient positive parce qu'elle est dans les valeurs positives. Ici, elle est dans les valeurs négatives. Ok? Ça va? Bon, ça, c'était les propriétés. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Primitive, ça, on s'en moque. Je voulais parler de la positivité des intégrales. Théorème fondamental. Donc, je regarde ça. Positivité des intégrales. Primitive. Non, après, il y a des propriétés qu'on trouve. Soit f une fonction continue. Donc ça, c'est bon. C'était, comment on appelle ça? Application au calcul d'aire, propriété des intégrales. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, il y a la linéarité des intégrales. Donc, la linéarité des intégrales vous dit quoi? Alors après, là, ça devient intéressant quand on va vouloir comparer, par exemple, des aires situées entre deux courbes. Exemple, j'ai la courbe noire ici, f de x, et j'ai la courbe bleue, mettons que ça soit une fonction g de x. Et on peut vous demander de calculer, par exemple, sur l'intervalle AB, donc là, ce n'était pas défini. Voilà. On peut vous demander de calculer sur l'intervalle AB quelle est l'aire verte restante ici, entre la noire et la bleue. Pour ça, on utilise les principes de linéarité des intégrales, qui est le suivant. Donc, je reviens vite sur les propriétés. Donc, je vais laisser le schéma parce qu'il peut être intéressant. Donc, ici, admettons que j'ai une fonction g de x. D'accord? Ça va? On voit bien donc que ici, j'ai une aire qui est négative. Ici, j'ai une aire qui est positive. Donc, une intégrale positive, une intégrale négative. Et si je voulais m'amuser à calculer ici l'aire que je vous dessine avec mon doigt, qui est comprise entre f de x sur l'intervalle AB, qui est comprise entre f de x et
g de x, la courbe bleue, donc celle-ci, d'accord? Et ça serait même tout ça, en fait, pardon, excusez-moi, voilà, tout ça. Ben, on utilise la propriété de linéarité des intégrales, c'est-à-dire, elle vous dit quoi, cette propriété? Elle vous dit que j'ai soit f et g, qui sont deux fonctions continues sur l'intervalle AB, d'accord? Eh bien, si j'ai f et g qui sont continues, je vais le marquer, là on vérifie l'intervalle AB, sur AB, d'accord? Alors, je peux écrire la chose suivante, c'est le principe de linéarité de l'intégrale, à savoir que l'intégrale de A à B, ici, bah, par exemple de la somme des deux, je vais par exemple m'amuser déjà à faire la somme des deux, d'accord? C'est aussi égal à la somme de l'intégrale de A à B de f de x plus l'intégrale de A à B de g de x, c'est-à-dire on ajoutera encore ça, et par contre on retranchera ça, parce que là on aura une valeur négative. D'accord? Donc ça sera aussi de A à B de f de x, plus l'intégrale de A à B, pardon, j'ai oublié des x ici, bien sûr, soyons rigoureux dans la notation, plus l'intégrale de A à B de g de x dx. C'est ça le principe de linéarité. Si c'est vrai pour la somme, c'est vrai aussi pour la différence. D'accord? Donc, si je veux calculer l'aire que j'ai entre ces deux courbes ici, il faudra que je fasse l'aire de f de x moins l'aire de g de x. Donc, c'est valable aussi quand on met un moins. Quand on met un moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le principe de linéarité, et ça, c'est un exercice parfois qu'on peut vous demander au bac, c'est de calculer l'aire comprise entre deux courbes. On va vous donner les deux fonctions. Et pour calculer l'aire comprise entre ces deux courbes, ici, il faudra faire f de x moins g de x dx. Et selon le principe de linéarité, vous pourrez donc écrire, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx moins l'intégrale de a à b de g de x dx. Ok? Ça, ce sera pour calculer cette propriété, l'aire entre deux courbes. Si je voulais ajouter l'aire sous les deux courbes, d'accord? Alors on fait plus. Si je veux calculer l'aire entre les deux courbes, alors on fait moins. On utilise ce principe, cette propriété de linéarité de l'intégrale. Alors quand on additionne par exemple ces deux ici, l'aire noire plus l'aire verte, on voit bien que l'aire verte va s'additionner à cette portion d'air noir, mais tout ça cumulé, il faudra que je lui retranche la portion où l'air est négative ici, de g de x. Donc on verra que ce ne sera pas forcément la somme de toute l'air noire plus toute l'air verte, puisque l'intégrale a cette particularité qui est géniale, entre guillemets, c'est de dire que dès lors que votre courbe elle passe dessous l'axe des x, on rentre sur une aire négative. D'accord? Donc elle vient par contre se soustraire automatiquement, puisqu'elle est négative, il y a le signe moins devant, elle vient se soustraire à la somme des deux autres ici en partie positive. Est-ce que ça va pour vous cette histoire de linéarité? Oui, c'est une des propriétés qui est la plus utilisée dans le calcul intégral, notamment dans les exercices qu'on va vous demander. Après, il y a la propriété de positivité dont on va parler, mais on l'a dit grosso modo, on l'a dit grosso modo, donc l'intégrale est positive, d'accord? C'est ça, positivité, négativité, c'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est bon pour vous là déjà? Répondez-moi dans le chat, est-ce que vous avez des questions? Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur le schéma qu'on a fait, etc. Dites-moi si c'est bon. C'est bon de la part de Léa. Nickel. Ah ben encore le nickel. C'est bien, encore le nickel. Merci Salma. Younes, ok. Voilà, bon, bah, je vois que vous suivez. Il n'y a pas de question particulière. Donc, oui, pour répondre juste à la question de Manon, oui, effectivement. Donc, on peut utiliser cette formule de linéarité. Ça marche. Alors, peut-être que dans votre cours, ils vous l'ont montré qu'avec le plus. Mais dites-vous bien que ça marche, tout comme les primitives d'ailleurs, ça s'additionne, ça se soustrait, les intégrales s'additionnent et se soustraient. C'est pas parce que dans votre cours, ils vous ont marqué que cette formule, que le reste ne marche pas. On est bien d'accord.
De la même manière, si vous vouliez multiplier f par g, on est d'accord? Si vous vouliez calculer l'intégrale de f fois g, ça veut dire concrètement quoi? Que vous multiplieriez l'aire prise entre A et B, hein, ici on étudie qu'entre A et B, vous multiplieriez l'aire sous f, verte, par l'aire sous G, noire ici, donc ça plus ça, d'accord? Vous multiplieriez les deux, donc ça veut dire que si je calcule l'aire noire à part, que je calcule l'aire verte à part, je peux ensuite multiplier les deux, c'est pareil. Hein? Donc, que vous ayez un plus, un moins, voire un divisé, il n'y a pas de problème, ou un multiplié, il suffit ici de changer le signe. Vous pouvez diviser deux intégrales, hein? Il n'y a pas de souci. Je vous rassure, au bac, vous ne l'avez pas. Au bac, vous avez plus ou moins. C'est tout. En vous multiplier, je pense que ça ne marchera pas. De la même manière, avec l'intégrale, ce qui est génial aussi, vous allez me dire, je bade les intégrales. Non, mais bon, j'essaie de dédramatiser l'intégrale. Autant la primitive, je vous dis attention, ça faut bien le réussir, autant l'intégrale, après, si vous savez calculer la primitive, vrai ou faux, c'est comme ça l'intégrale, hein, d'accord? Pareil, si vous voulez calculer 3 fois l'aire, d'accord, de f plus g, bah, vous pouvez calculer 3 fois l'aire de f plus 3 fois l'aire de g, c'est la distributivité, hein, d'accord? Ok? Donc, vous pouvez tout faire autour de ce symbole de l'intégrale, vous pouvez tout faire. Vous pouvez additionner des fonctions, vous pouvez les soustraire, vous pouvez les multiplier, vous pouvez les diviser, vous pouvez les multiplier par un coefficient. Dans tous les cas, le principe de linéarité ici vous dit que ce que vous avez là en bloc derrière l'intégrale, vous pouvez le décomposer autour du signe plus, du signe moins, du signe multiplié, du signe divisé. Vous pouvez distribuer une constante, etc., etc. Ça va, ça, vous comprenez? Ça répond à ta question ou pas, Manon? Est-ce que ça répond à ta question? J'ai compris. Bah, mais alors, ça, si tu as compris, c'est bon. Pour tous les autres, ça va, vous avez compris? C'est pour ça que je m'attarde sur celle-là. Elle n'est pas dans votre cours. Dans le cours, là, je vais revenir sur la positivité ou la négativité de l'intégrale, donc des aires, en fait. Mais c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Hein. Voilà. Ce qu'on va vous faire manipuler au bac, c'est... Alors, additionner des aires, ça ne les intéresse pas trop. Par contre, calculer une aire entre deux courbes, ah oui, ça les intéresse. Ça, vous allez probablement, peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est pas moi qui fais les sujets, mais peut-être que vous aurez un truc comme ça. Un calcul d'une primitive. Un exo de type bac, c'est quoi? Une fonction, dérivée, étude du signe de la fonction, machin bidule, bon voilà. Et après, partie B, on intègre. La partie B, on va dans l'autre sens de l'arbre, on demande voir les grands-parents, on intègre. Une fois que vous avez bien négocié votre calcul de primitive, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait une intégrale, un calcul intégral. Et puis, on vous en a fait étudier une sur la partie A de l'exercice qui vaut 6 points. On vous en fait étudier une autre sur la partie B de l'exercice, donc toujours du même exercice. Et puis, dans une dernière question finale, mettons une partie C, on va vous dire, bon, ben, vous intégrez F, vous intégrez G, et calculez-nous l'aire qu'il y a entre F et G. Bingo, hein? Vous risquez de tomber sur un truc comme ça, avec les primitives, les dérivées, les fonctions, les intégrales. Et au milieu, on vous mettra une fonction qui est exponentielle ou qui s'intègre en logarithme népérien, parce que ça fait partie des deux fonctions que vous découvrez en terminale. Voilà, je vous ai fait le sujet du bac, là, en 5 minutes. Donc, si vous maîtrisez dérivée, intégration, intégrale, puis j'oubliais bien sûr, dans toute étude de fonction, il y a étude de signe, puis étude de la fonction, étude du signe, la dérivée de la fonction, il y a aussi un calcul de limite. Bon, ben voilà, dans un exercice comme ça, vous êtes sûr, vous avez un exo sur les probas. Hein. Proba, loi de distribution, vous en avez un. Hein. Il ne se passe pas une année sans en avoir un. Vous êtes sûr, vous avez un exo avec les fonctions. Dans les fonctions, on va vérifier, vous savez l'étudier. Vous savez donc, en l'étudiant, vous savez donc la dérivée, vous savez calculer le signe de sa dérivée, vous savez étudier les limites de cette fonction. Ensuite, on va voir si vous êtes capable de l'intégrer, et si vous êtes capable de l'intégrer, vous êtes capable aussi de calculer des aires ou des portions d'air comprises entre deux courbes. Et tout va tourner autour de ça, avec au milieu, d'accord? Au milieu, bien sûr, une fonction exponentielle ou une fonction log qui va venir traîner ses pieds. Voilà. Donc, par rapport à vendredi prochain, c'est bientôt, ne stressez pas. Si vous avez compris tout ce qu'on a fait ensemble là, si vous savez le refaire, si vous savez faire les exos que je vous envoie en TD,
Il n'y a pas de raison qu'au bac, vous ne sachiez pas le faire. Si vous ne sachez pas le faire, c'est que le stress l'aura emporté. Et ça, surtout, si le stress l'emporte, c'est que vous êtes fatigué. Donc, reposez-vous. Soyez en forme, parce que être en forme, nerveusement, ça permet d'affronter le stress et de bien le maîtriser. Mais partez confiant, hein, c'est pas... Vous voyez bien que l'intégrale, c'est pas quelque chose de fondamentalement terrible, quoi. Le plus dur, c'est de trouver leur primitive. Voilà. Allez, on continue. J'ai fait une grosse parenthèse, là. C'était bon pour ça? Ouais? Si c'était bon pour ça... Ouais, bah ça va, on a encore 55 minutes, là. Cool. Donc, le principe de linéarité, il est fondamental. La propriété de linéarité des intégrales. Et puis, bon, je vous en ai parlé brièvement, mais là, je vais vous l'illustrer. Donc ça, on revient sur le cours. Vous avez donc le fait que, tout simplement, hein, si on vous dit que f est positive ou nulle, hein, d'accord, sur i, alors ça implique forcément que l'intégrale de f dans un intervalle AB qui appartient à I, hein, d'accord? Bien évidemment, on prend un intervalle qui est dans I, le domaine de définition de f. Alors, cette intégrale, elle sera positive ou nulle également. C'est ça le principe de positivité. Inversement, je prends un petit intervalle AB sur I, qui est le domaine de définition de ma fonction, ou le domaine d'étude de ma fonction. Si elle est négative ou nulle, alors l'intégrale, c'est-à-dire l'aire sous la courbe, sera négative ou nulle. Bah, bien évidemment, c'était le schéma de tout à l'heure. Hein. C'est ce que vous avez de bien dessiné ici. La fonction est tout le temps positive. Voilà, je me rapproche. La fonction est toujours positive ici, d'accord? Comme la fonction est toujours au-dessus de l'axe des x, mon aire, elle est positive. Inversement, ici, ma fonction est toujours négative, d'accord? Comme ma fonction est toujours négative, mon intégrale est négative. Et puis ensuite, j'ai une fonction qui oscille de part et d'autre de l'axe des abscisses, avec des parties où la fonction est positive, d'accord? Et des parties où la fonction est négative. Bah donc, mon intégrale sur tout cet intervalle ici sera en fait une somme successive d'aires positives avec des aires négatives. Et à la fin, on aura un bilan. Si l'aire négative est plus grande que les deux aires positives, il est évident que mon intégrale sera négative. D'accord? Donc, fonction de signe quelconque. Et on voit bien qu'on peut finalement décomposer le calcul de l'intégrale selon la relation de Chasles ici, en étudiant l'intégrale de la première partie orange, plus l'intégrale de la partie bleue, plus l'intégrale de la deuxième partie orange. On aura deux intégrales dont le résultat sera positif et une intégrale dont le résultat sera négatif. On fera la somme des trois selon la relation de Chasles, et puis basta cosy, c'est terminé pour cette fonction qui est de signe quelconque. D'accord ? Voilà, alors après je voulais vous parler des unités d'aire. C'est que bien souvent, quand on va vous donner le sujet, alors soit on vous donne en annexe la représentation du truc, hein, d'accord, ou en annexe on vous donne un repère orthonormé tout près. Et il faut faire bien attention à vérifier dans l'énoncé comment on exprime l'unité du repère. Là, par exemple, donc, dans votre cours, à la page 5 du cours, on avait un exemple. Donc, on a une courbe qui est comme ceci. Bon, alors on va faire comme ça. Voilà. On a une courbe qui est comme ceci. Voilà. Hein. Et on veut notamment déterminer, finalement, l'aire D qui est là. En bleu, donc c'est RD qui est là, et qui est comprise donc entre 1 et 4. D'accord? Ici, c'est 1 et 4. Et par contre, donc, on vous l'a donné dans l'énoncé, là c'était 1, moins 1, et puis ça va jusqu'à, c'est pas tout à fait à l'échelle sur mon tableau, moins 6. Hein. D'accord? Bien. Soit on vous donne le repère tout près, sans unité quelconque. Donc, on vous avez calculé l'intégrale ici.
vous allez trouver une valeur, donc comprise l'intégrale entre 1 et 4 de la fonction truc-muche qui était ceci. Donc là, on vous disait l'intégrale entre 1 et 4 de la fonction x facteur de x moins 1 facteur de x moins 4. D'accord? Bon, voilà. Et on vous dit, donc calculer l'air x moins 1, x moins 4. Ouais, voilà, ok, donc ça c'est bon. dx. Et on vous dit donc ici que l'unité d'air est égale à 4 cm². D'accord? Bien. L'unité d'air est égale à 4 cm², ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ici, c'est pas des centimètres. Attention. Ça veut dire que l'unité d'air, c'est quoi? C'est le carré, même s'il n'est pas tout à fait carré ici, c'est le carré qui représente, en fait, le carré qui est de 1, une unité d'air de côté. D'accord? D'une unité de mon repère de côté. Et tout ça, ça vaut, ils disent, 4 cm². Tout ça, là, ce machin, vaut 4 cm². Donc, attention, quand vous aurez fait le calcul de votre intégrale, et on va le faire, ça nous entraînera à faire ça, par exemple, parce que là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, même si vous avez le cours sous les yeux, mais comment je peux intégrer ce bidule? Comment je l'intègre? En fait, on va développer pour avoir un polynôme du 1, 2, 3, troisième degré. Et après, on sait, chaque monôme, on sait les intégrer. Donc ici, attention, quand dans l'énoncé, on vous dit que l'unité d'air vaut 4 cm², par rapport à ce machin qu'on vous donne, alors attention, ça fait pas, cet air bleu, ça fait pas 1 par 1 égale 1 cm². Ce truc-là vaut 4 cm². Donc le résultat que vous trouverez, attention, il faudra le multiplier par 4 cm². Donc faites bien gaffe à ça. Dans le calcul des unités d'air, si vous tombez là-dessus au bac, faites attention à ce qu'on vous dit dans l'énoncé ou ce qu'on vous marque sur le graphique. Si sur le graphique, on m'avait marqué ici 1 cm et 1 cm, bon, donc on ne m'aurait pas précisé ça, ça veut dire que l'unité d'air faisait 1 par 1 égale 1 cm². Là, j'étais bon. Je n'avais pas besoin de multiplier par 4. Par contre, hein, attention, ou si on vous dit c'est 1 par 1 mètre carré et qu'on vous demande de l'exprimer et qu'on vous dit ici 1 par 1 mètre carré que l'unité d'air fait 100 décimètres carrés, bon, c'est la même chose, mais faites gaffe, quoi. Bon, ils ne sont pas retors à ce point. Hein. Mais là, par exemple, ça peut être le cas. On vous donne un truc, un repère orthonormé avec des axes gradués, très bien, mais attention, 1 et 1 ici, le carré que ça forme en R, ça vaut 4. On vous le dit dans l'énoncé. OK? C'est juste le petit truc piégeux, là, histoire de voir si vous avez bien suivi l'énoncé. Allez, donc là, comment on intègre ça? J'aurais pu vous donner n'importe quoi d'autre. Hein. Allez. Par exemple ça, d'accord? On va pas prendre celle du cours, on va prendre celle-là. Prenons celle-là. Ici, vous allez vous dire, comment je peux intégrer ça? Bon sang de bonsoir, c'est des produits de trucs, mais là c'est degré 1, degré 1, degré 1. J'ai aucune formule classique de calcul de primitives de fonctions composées qui ressemble à ça. Je vous l'ai dit hier, vous découpez, ok, multiplier des primitives, c'est pas quelque chose qu'on va faire, c'est-à-dire dire je calcule la primitive de ça, je calcule la primitive de ça et je les multiplie. Non, parce que vous savez très bien que quand on dérive, on va obtenir des u' fois u, donc on a bien des multiplications de fonctions entre elles, mais c'est des u' fois u, donc il doit y avoir une différence de degré entre toutes. S'il n'y a pas de différence de degré, on ne peut pas le faire, ça. Hein. D'accord? Si j'avais eu ici x fois x2, alors là, j'étais probablement dans un u' fois un u. Donc là, oui, je pouvais trouver. C'était bon. Mais là, j'ai 3 termes qui sont tous de même degré. Donc, abandonnez l'idée de dire je vais trouver dans mon formulaire quelque chose. Un truc comme ça, vous ne le trouverez pas dans le formulaire. Par contre, un truc comme ça, vous savez très bien, et je vous l'ai dit hier, triturez votre fonction. Découpez-la ou remaniez-la, développez-la, factorisez-la. Cherchez à voir dans quel sens elle peut se triturer. Celle-là, c'était très simple de voir que ici, c'était la forme factorisée d'un trinôme, enfin d'un polynôme, pardon, qui n'était pas de degré 2,
mais qui était de degré 3. J'ai x fois x fois x, ça va me donner un x3. Ben, on va le développer. Et après, quand je suis sous forme polynomiale, je suis sauvé parce que je sais intégrer chacun des monômes. X fois x fois x, alors on va déjà développer le premier truc. X fois x, ça me fait x2, moins 2x, d'accord? Ça marche. Que multiplie x plus 3 dx. Ça me donne intégrale de 1 à 4 de x2 fois x, x3. x2 fois 3, plus 3x2. Moins 2x fois x, moins 2x2. Moins 2x fois 3, moins 6x. N'oublions pas le dx, je le mets là, excusez-moi, c'est pas très conventionnel. Mais voilà. 3x2 moins 2x2, il me reste 1x2. Donc en fait ici, ça revient à intégrer de 1 à 4, x3 plus x2 moins 6x. Ah, j'ai oublié un 3 fois 2, n'importe quoi là. Non, c'est ça. x3 plus x2 moins 6x. Si j'ai pas fait de bêtises. Hein. Si je fais des bêtises, vous me corrigez. D'accord? Donc x2, x3, 3x2, moins 2x2, moins 6x. On est bon. D'accord? Eh bien, quand je suis comme ça, là, je me sens quand même vachement mieux, non, pour intégrer. Vrai ou faux? Je me sens beaucoup mieux. Hein? Donc, n'hésitez pas à triturer. Quand vous avez une forme factorisée, bah, développez-la au brouillon, histoire de voir ce que ça donne. Ah, j'obtiens ça. Bon, bah, ça, je sais l'intégrer. Je sais intégrer x3. Je sais additionner des primitives de chacun des monômes. Donc ça, je sais trouver la primitive. Ça aussi et ça aussi. Bingo, c'est parti. Et vous avez vu que là, en l'espace d'une fraction de seconde, en faisant simplement ce développement de cette forme factorisée, eh ben, ma primitive apparaît, je la calcule très très vite, je vais vite calculer mon intégrale et tout le monde est content. En n'oubliant pas de multiplier le résultat à la fin par 4. D'accord? Ben, l'intégrale de x3, ça va être x4 sur 4, n'est-ce pas? Ouais, c'est bon. L'intégrale de x2, ça va être x3 sur 3. L'intégrale de moins 6x, ça va être moins... Alors, j'avais x2, donc ça fera moins 1 demi de x2 fois 6. Donc, ça fera moins 6 demi de x2. Hein. Bon, donc ça fait 3. C'est bon? Compris entre 1 et 4. Après, je vais faire mon calcul d'air. Oh là là, 4 à la puissance 4, ça va me compliquer la vie. Ça fait 16 fois 16. Bon, ben, on va le faire, hein, tant pis. Hein. On y est, on y va. Hein. J'avais la flemme. Il y a quelqu'un qui a une calcul pour me calculer 4 puissance 4, 16 fois 16, s'il vous plaît? J'ai la flemme. Allez, donc on y va. Donc c'est tout ça, je remplace x par 4, moins tout ça où x est remplacé par 1. Je vous écoute, hein, 16 fois 16 les jeunes là. Mon vieux cerveau n'y arrive plus. Donc ça me fait 4 puissance 4 sur 4. Bah je suis bête, 4 puissance 4 sur 4, ça fait 4 puissance 3. Ça fait 16 fois 3, 54. Ça me fait 54 au total. Voilà, plus 4 au cube sur 3, donc 4 au cube sur 3, plus, moins 3 fois 4 au carré, ça c'est le premier, d'accord, moins 3 fois 4 au carré, moins, ensuite, 1 puissance 4 sur 4, ça me fait 1 quart, 1 puissance 3 sur 3 plus 1 tiers, moins 3 fois 1, moins 3, ok? Donc là, j'avais 4 puissance 4 sur 4, ça me fait 4 puissance 3, et 4 puissance 3 font 54. 54 divisé par 3, donc, il n'y a rien qui se fait. 54 divisé par 3, ça ne se simplifie pas. Hein. Si, 5 et 4, 9, ça se simplifie par 3. 54 divisé par 3, c'est 9 fois 6, donc ça fera 9... Oh, allez, tant pis, hein, je le fais à l'ancienne. 2, 24, 18. Plus 18, moins 3 fois 16. Donc, moins 3 fois 16, ça fait encore 54. Ok, donc ça s'en va. 1 quart plus 1 tiers moins 3. 1 quart plus 1 tiers, on va donc avoir 7 douzièmes.
7 douzièmes moins 36 douzièmes, de mémoire. Hein. 3 et 4, 7. 4 fois 3, 12, 7 douzièmes. Et 3 fois 12, 36. Moins 36 douzièmes. On est bon? Tout le monde suit là ou pas? Donc j'en suis à 18 moins 7 douzièmes moins 36 douzièmes. Donc 7 moins 36, ça va me faire... Oups, pardon. 7 moins 36, ça va me faire 29. C'est ça, 29 et 7, 36. Donc moins 29 douzièmes dans la parenthèse. Mais comme j'ai un moins, ça fera plus 29 douzièmes. Ouh là là, 18 plus 29 douzièmes. Bon, ben 18 fois 10, 180. 180 plus 36, 216. 216 plus 29, ça fera 246 moins 1. 245 douzièmes. Allez, j'aboutis à ça, vérifier avec une machine à calculer. 245 douzièmes, unité d'air. Or, unité d'air valant 4 cm². Si je veux l'air en centimètres carrés sous cette courbe, il faudra que je multiplie le tout par 4. Donc par 4, il me restera 245 tiers. Ça fera 245 tiers. 4 et 2, 6 et 5, 11. Et ça ne va pas se diviser par 3. 245 tiers de centimètres carrés. OK? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ici? Dites-moi si c'est bon ou pas. À 11h26. Est-ce que c'est bon? Pendant que je bois un coup. Vous avez compris ça? Donc, vous voyez bien, attention à l'énoncer ce qu'on vous donne comme unité d'air, parce qu'à la fin, il faudra le multiplier par 4, hein, puisqu'une unité d'air fait 4 cm². Pour avoir l'air en centimètres carrés, il faudra multiplier par 4. Ici, ce qui vous posait souci au départ, c'était d'avoir cette forme factorisée, vous ne saviez pas intégrer. Ben, il suffit simplement de développer, et en développant, on se retrouve avec un polynôme du 3e degré, dont on sait intégrer chacun des monômes. On calcule, on remplace tout. Après, c'est du calcul tout simple. Bon, moi, je l'ai fait de tête, j'ai peut-être fait des erreurs, mais vous voyez que la calcul, ça ira tout seul, hein, avec la calcul. Et on trouve notre résultat. Est-ce que ça va pour vous? Dites-moi si c'est bon. Je bois un petit coup pendant ce temps. Alors là, avec cet exemple, même si j'ai varié dans l'exemple, hein, je n'ai pas pris typiquement celui qu'il y avait dans votre polycope de cours, j'ai changé les constantes et des variables, enfin des coefficients de variables. Mais vous voyez qu'à chaque fois, c'est toujours le même truc. Hein. Ça va? Bon, je vois que vous êtes encore là, je ne vous ai pas endormi, c'est bien. Donc, ça, c'était les principales propriétés. Donc, la linéarité de l'intégrale et la positivité ou la négativité de l'intégrale. La relation de Chasles, on l'a vu. Qu'est-ce qui nous manquait d'autre encore? On a aussi, on peut avoir des inéquations avec les intégrales. Hein. Et puis, on va voir maintenant la notion de valeur moyenne d'une intégrale aussi. Hein. Ça va pour vous? Allez. Bon, qui ne dit mot, consent. Pas de questions? Si, une question. J'ai une question de Julien qui me dit, donc Julien me dit, mais s'il ne précise pas l'unité d'air, c'est-à-dire s'il ne précise pas qu'une unité d'air fait 4 cm², alors, où ils te le disent dans l'énoncé, où ils vont te donner un repère sur lequel tu auras une indication hein, sur l'unité d'air. Ou parfois, on ne te demandera peut-être pas de calculer en dimension classique du système de mesure international, hein, c'est-à-dire on ne te demandera peut-être même pas de calculer en centimètres, millimètres ou mètres carrés. Hein. On te dira simplement exprimer en unité d'air. Ben, à ce moment-là, la graduation de ton repère suffit. D'accord? J'ai une graduation, donc je sais que ça, c'est un carré de une unité d'air. On peut calculer en unité d'air. On peut vous demander de calculer en unité d'air, donc vous moquez complètement d'une équivalence avec des surfaces, avec des aires, d'accord? Ou on peut vous demander de calculer effectivement avec des centimètres carrés, des mètres carrés, des millimètres carrés, peu importe, des décimètres carrés. Mais à ce moment-là, il y a un endroit où graphiquement, ou alors de manière écrite dans l'énoncé, où vous aurez la correspondance. C'est-à-dire que si on ne vous le dit pas dans l'énoncé, on peut très bien vous mettre le repère ici vide, avec la courbe tracée par exemple, et ici on vous marquera une
unité, donc par exemple, une unité de mon repère vaut 2 cm. Si je vous marque ça, imaginons qu'ici, on vous ait mis dans l'énoncé que ça, là, une unité sur l'axe des X égale 2 cm. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on vous indique qu'il y a 2 cm. Donc, ici, sur l'axe des Y, sur l'axe des X et des Y vaut 2 cm. C'est-à-dire, on vous met une échelle, en fait. Hein. Ça vaut 2 cm. Donc, ce carré bleu fait 2 cm par 2 cm, soit bien 4 cm carrés. Donc, attention aux consignes qu'on vous donne, soit sur le graphique que vous avez en annexe, soit dans l'énoncé, comme c'était le cas ici, on vous le disait dans l'énoncé. Donc, faites attention. Et en l'absence d'indication de correspondance entre les unités de votre repère et des mesures en centimètres, en mètres, en millimètres, ou en mètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés, vous exprimez le calcul de votre intégrale à la fin, comme ceci. Vous direz, là sur mon graphique, j'ai 1 et 1, donc finalement, ce que je viens de calculer, c'est le carré de une unité par une unité d'air. Vous l'exprimerez en unité d'air, point barre. Ça va? Ça répond à ta question ou pas, Julien? Impec, d'accord, ça va. Ça marche? Allez, on va parler de la valeur moyenne maintenant d'une intégrale. Et puis après, on en aura fini avec ce cours. Enfin, on aura fait 98% du cours. Il restera 2-3 petites choses. Et puis surtout, je répondrai à vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que cet après-midi, pour ceux qui sont inscrits, on a le TD qui va avec. Donc, vous avez les exercices, vous pouvez télécharger, il n'y a aucun souci. Donc, valeur moyenne d'une intégrale. Linéarité de l'intégrale, c'est fait. On l'a fait. Valeur moyenne d'une intégrale. Ouh, mais j'en ai sauté en route là. Vous m'entendez toujours, c'est bien. Application au calcul d'air. OK. J'ai pas de petit c. Calcul d'air entre deux courbes. D'accord. Calcul d'air entre deux courbes. Donc, on a vu que selon la linéarité, vous faisiez toujours pareil. Hein. Attention, calcul d'air entre deux courbes. Je vais juste revenir dessus avant de passer sur la valeur moyenne. Vous avez une courbe... Voilà. Vous avez une courbe, mettons, je sais pas moi... F. Et ici, vous avez une courbe G. Si vous voulez calculer l'aire existante entre F et G sur cet intervalle-là, on vous donne le problème suivant. Vous avez A, vous avez B. On vous demande de calculer l'aire qui est ici. D'accord? Donc, quand vous calculerez l'aire qui est ici, puis là, je vais vous faire le point C, c'est encore vachement mieux. Voilà. On vous demande de calculer entre A et B l'aire qu'il y a entre les deux courbes F et G. Attention, quand vous calculerez ça, il faut que vous preniez entre A et B la différence de celle du dessus, la courbe rouge F, moins la différence de celle du dessous, G. D'accord? Ça marche? Celle du dessus moins celle du dessous, pour avoir une valeur positive. OK? Maintenant, si on vous dit, si on vous laisse le choix, calculer l'aire, vous prendrez toujours celle du dessus moins celle du dessous, ce qui veut dire qu'entre B et C, vous ferez G moins F cette fois. OK? Maintenant, si on vous impose la soustraction à faire, c'est qu'on vous dit calculer. On va vous poser par exemple la question, calculer l'intégrale entre B et C de f de x moins g de x. On vous demande de faire ça, c'est-à-dire on vous donne l'ordre de vous exécuter et de faire ça. Il est bien évident quand vous allez faire f moins g, comme f est en dessous, vous allez trouver une intégrale négative. D'accord? Donc vous allez faire votre calcul.
Pas de problème. On ne vous donnera même pas le graphique. Hein. On vous dira, il y a f, il y a g, calculez l'intégrale de f, calculez l'intégrale de g, ou calculez l'intégrale de f moins g, vous décomposerez, c'est égal à l'intégrale de f moins l'intégrale de g prise entre b et c. Vous trouverez un résultat négatif. Vous n'avez pas ce graphique, hein. On ne vous le donne pas, je le cache. On vous dira interpréter ce résultat. Interpréter ce résultat veut dire que si je trouve une R négative en faisant f moins g, c'est donc que g, graphiquement, elle est au-dessus de f. Si vous aviez trouvé positif, interpréter ce résultat, alors ça veut dire que f, si c'était positif, était au-dessus de g entre b et c. C'est ça l'interprétation du résultat, d'accord? L'interprétation du résultat, c'est dire les positions relatives des courbes entre elles. L'air est positive, ça veut dire que la première est au-dessus de la deuxième. L'air est négative, ça veut dire que la première est en dessous de la deuxième. Ok? Ça va ça? Là, on ne vous donne pas le graphique, on vous donne juste des formules, vous calculez, on ne vous donne pas le graphique. Ok? Ça va? Bien. Ou on peut vous donner une interprétation graphique, cette fois on ne vous donne pas ça, on vous dit, ben voilà, bon, enfin ça serait un peu simple pour un exo de type bac. On vous dit, voilà, ici, que vaut l'intégrale de f moins g? Vous direz, elle est négative. Que vaut l'intégrale de f moins g entre a et b? Elle est positive. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Ben, elle sera positive. Voilà l'interprétation graphique hein, des intégrales. Bon, allez, on parle des valeurs moyennes maintenant. Valeurs moyennes. Je la mets en haut, comme ça je ne fais pas tomber. Voilà. Alors, on peut avoir, bien sûr, on peut vous demander aussi de calculer des inéquations avec les intégrales, c'est-à-dire, on va vous demander de calculer entre a et b l'intégrale de la fonction f de x dx et répondre quand est-ce que celle-ci est positive. D'accord? Peut-être qu'entre a et b, votre courbe fera ceci. Ouais? Donc, on vous demandera par exemple dans cet intervalle A et B de résoudre l'inéquation, c'est-à-dire quand est-ce que dans l'intervalle AB, mon intégrale est positive, ben, elle est positive ici. Donc il faudra trouver la valeur de x ici, et votre solution, ça sera quoi? Ça sera l'intervalle A, x, hein, solution ici, le point d'intersection de votre courbe avec l'axe des abscisses. Ça va? Donc vous pouvez aussi avoir des inéquations. Quand est-ce que l'intégrale s'annule? Ben, quand est-ce que la courbe est... Quand est-ce que finalement l'air, toutes les aires ici comprises entre A et B valent 0? Ben, quand j'ai ici cette partie positive qui est en grandeur équivalente à cette partie négative. Si j'avais ici, dans le cas d'une sinusoïde par exemple, l'intégrale, si je fais une sinusoïde comme ça, si je prenais une courbe sinusoïdale, hein, ben ici c'est la partie positive, ici c'est la courbe négative. En physique-chimie, on sait très bien que l'intégrale entre A et B de cette courbe sinusoïdale, elle est nulle. Parce que ça qui est positif plus ça qui est négatif et qui ont exactement la même aire, ça fait 0. D'accord? Donc en général, avec des fonctions trigonométriques, si vous prenez la fonction trigonométrique sur cet intervalle-là, tout va bien, vous trouverez une intégrale positive. Si vous prenez la fonction trigonométrique sur cet intervalle-là, tout va bien, vous le trouverez négative. Si on vous fait étudier la fonction trigonométrique et son intégrale entre A et B, vous risquez de la trouver nulle. Donc vous étonnez pas, c'est pas que vous avez fait une erreur. Hein? C'est toujours des moyens de contrôle ce que je vous donne. Hein? On passe à la valeur moyenne. Oups, je me le mets là. Valeur moyenne. Alors, on a f qui est donc défini sur un intervalle AB et qui est bien sûr continu sur cet intervalle. Sur ce même intervalle. Hein, d'accord? Alors, ce qu'on appelle la valeur moyenne de f sur l'intervalle AB, c'est un nombre réel, m, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 moins les bornes, b moins a, comme d'habitude, puisque b, logiquement, on le prend plus loin que a, toujours,
que multiplie l'intégrale de a à b de f de x dx. Ça veut dire quoi concrètement, graphiquement, l'interprétation? Ça veut dire que quand vous avez justement une intégrale, comme ceci, donc qui va se balader comme ça. Par exemple, hein, d'accord? Et je vais prendre donc ici, allez, on n'est pas obligé de prendre A et B tout le temps dans le positif, hein. A et B, par exemple là. Non, B, je vais le prendre là. Ok. Donc, Donc, on voit bien que cette fonction f est définie de A, enfin, sur AB. Elle est continue sur AB. Et je vais chercher une valeur moyenne, donc qui va être B-A, l'inverse de B-A, d'accord? Et l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est-à-dire je vais trouver finalement ici quelle est la valeur moyenne de ma courbe, c'est-à-dire quelle est la valeur de cette R ici en moyenne, d'accord? Au lieu de m'amuser à faire tout le calcul peut-être ou etc., peut-être que j'ai envie de trouver rapidement une valeur moyenne pour donner une indication. Cette valeur moyenne m est définie par ce calcul. Donc en fait, on va calculer l'intégrale sous la courbe et on va la multiplier par un coefficient qui est 1 sur, alors 1 sur b-a, ce qui veut dire que grosso modo, graphiquement, la valeur moyenne, ça va être ça. On va tracer une droite d'équation y égale m, d'accord? Et la valeur moyenne, en fait, elle représente cette R-là, d'accord? En fait, on va recentrer. Ça correspond à quoi, cette valeur moyenne? C'est que si je calculais toute l'aire sous ma courbe jusqu'à l'axe des abscisses, j'obtiendrais, je sais pas moi, 250 unités d'air. En calculant la valeur moyenne, finalement, ça veut dire quoi? On voit bien que ça varie tout le temps. Je me mets une droite y égale m, cette valeur moyenne, et finalement, je peux approximer le fait que le calcul de mon intégrale revient en fait à calculer la surface de ce rectangle, donc qui est formé ici par une hauteur m et une longueur b-a. D'accord? Ok? Donc, prendre une valeur moyenne, c'est faire une approximation du calcul, en fait, de mon intégrale, hein, que si j'avais vérifié au départ, sous ma courbe rouge, si j'avais voulu calculer l'intégrale entière de ma courbe rouge, pardon, voilà, j'aurais fait ça. Hein. Calcul classique, l'aire représentée sous ma courbe de f de x, c'était celle qui est en rouge. En prenant la valeur moyenne, je fais l'estimation que tout ce qui est en rouge peut être en fait représenté par ce rectangle, d'accord? Et l'aire de ce rectangle. C'est ça la valeur moyenne. Alors bon, on se complique un peu la vie, mais bon, il faut connaître cette notion parce que bien souvent, selon certaines courbes, notamment certaines fonctions très très difficiles à intégrer, ça peut être utile d'essayer d'approximer en fait une courbe d'un point de vue graphique, d'accord? Notamment avec cette notion de valeur moyenne. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'était un rappel sur l'aire moyenne. Et après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? C'est tout. Pour moi, on a à peu près tout vu sur les intégrales. Je vois pas grand-chose d'autre à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Des questions relatives donc à ces notions qu'on a revues ce matin de calcul intégral. Allez-y, n'hésitez pas. J'attends vos questions. Si vous êtes toujours là, hein, parce que là, je vous vois plus trop actif dans la zone de questions, donc n'hésitez pas à en poser. Hein. Donc, comprenez bien que cette valeur moyenne, en fait, ça permettrait de dire que finalement, on pourrait faire une approximation de l'air en utilisant cette aire bleue ici.
Voilà, l'interprétation graphique de la valeur moyenne, mais bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Donc, la plupart, je vous ai en TD cet après-midi de 15 à 16 sur ce chapitre. Peut-être que certains ne se connecteront pas, etc. Donc, en tout cas, si jamais je ne vous revois pas, tout comme hier, j'ai dit la même chose à des élèves donc en physique, je crois, puisque je sais qu'il y en a que je ne reverrai pas. Je vous souhaite surtout merde pour le 21 et le 22 juin, maths, enfin physique-chimie d'abord et maths ensuite. Pour le 25 juin en SVT, si vous étiez avec moi en SVT, voilà, je vous souhaite surtout beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans vos épreuves. Surtout, ne stressez pas. Dites-vous bien, mais martelez-vous dans la tête que vous êtes en terminale. Si vous êtes en terminale S ou ES ou autre, peu importe. Si vous êtes en terminale, c'est que vous avez le niveau pour passer le bac. Donc, vous n'êtes pas une gnocque, vous n'êtes pas au ras des pâquerettes. Peut-être que dans l'année, vous avez eu un peu des cartons avec les profs, mais dites-vous aussi que les profs, pendant l'année, ils cartonnent un peu, histoire de vous piquer un peu les fesses à la fourche, comme ça, et en disant « Oh, il faut bosser, il faut essayer de monter le niveau. » Pourquoi? Parce que derrière, il y a aussi des statistiques de résultats au bac. Donc, ils ont le mot du proviseur ou de la proviseure pour dire « Allez, il faut les piquer aux fesses, il faut les fouetter un peu pour qu'ils se mettent bien à bosser et qu'ils nous ramènent des bonnes stats. » N'oubliez pas cet aspect-là aussi. Voilà, donc souvent, ils sont plus sévères dans l'année que ce que le jury ne le sera ou les correcteurs au bac. Je ne dis pas qu'ils en font cadeau, mais voilà. Dédramatiser, dédiaboliser le sujet. Dites-vous que, voilà, on arrive tout à résoudre à condition de garder la tête fraîche, de garder un certain sang-froid. Voilà, un certain sang-froid et de prendre toujours les mêmes méthodes. Ces indices qui vont accéder à une notion et donc à un outil, à une méthode que vous savez appliquer. Donc regardez bien votre énoncé, décortiquez-le le plus possible toutes les informations qu'on vous donne dans l'énoncé, parce que dedans vous avez les indices pour pouvoir commencer à résoudre. Puis après en maths, je dirais, voilà, vous savez, dès lors que vous avez trouvé les fonctions log exponentielles, ce qu'on attend de vous derrière, dès lors qu'on vous demande de dériver ce qu'on attend de vous pour étudier la fonction, ses limites, les signes de la dérivée, dès lors qu'on va intégrer ce qu'on va attendre de vous derrière, c'est de calculer une aire, etc. etc. Donc, ça ne va pas chercher loin dans les profondeurs d'une agrégation de mathématiques. Non, c'est juste fait pour voir si vous avez compris ça. Si vous l'avez compris, si vous êtes entraîné à en refaire, si vous avez un tant soit peu bossé, logiquement, j'espère que vous m'enverrez et que vous enverrez donc sur la boîte de prépa Studi, donc on fera passer en cas. J'espère que vous nous enverrez un petit mail, un petit coucou pour nous dire « Ouais, ça y est, je l'ai eu, je vais faire une méga teuf parce que j'ai mon bac en poche et maintenant je passe à autre chose, je passe aux études supérieures, je passe à une filière de formation qui va m'apprendre cette fois un métier que moi j'ai choisi et non pas un parcours imposé qu'on m'a fait faire depuis mon primaire jusqu'au baccalauréat. Voilà. Écoutez, j'ai pas de questions qui arrivent. Alors, soit vous êtes parti à l'apéro. Ah non, j'ai un concurrent aujourd'hui. Dans 2 minutes, il y a un match de foot. Mince. Ah, les filles, quand même, vous n'êtes pas partis devant le match de foot. Les garçons, je comprends, mais les filles, non, quand même. Ouais. Ah oui, il y a un match de foot qui démarre. Oui, on me fait signe là-bas, il y a déjà des drapeaux. Ah voilà, il y a un match de foot qui démarre. Bon, c'est contre les Wallabies, ça va, c'est des kangourous, alors ils sautent beaucoup, mais à mon avis, on devrait gagner, quoi. C'est bon, on a eu le temps de finir. Bon, il y a le match de foot, alors je vous laisse, c'est l'heure de l'apéro devant le match de foot, pizza party, quoi. Allez, à cet après-midi pour certains. Et si c'est pas à cet après-midi pour les autres, merde, on pensera bien à vous, on vous enverra des petits textos, on fera des trucs pour montrer qu'on est avec vous. Puis si vous avez un souci jusqu'au 21 ou 22, il n'y a qu'une seule chose à faire, contact@prepastudie.com, un petit mail, vous nous l'envoyez, et puis si on peut vous aider, on vous débloque la situation, s'il y a un gros stress, un machin. Mail, vous nous envoyez un mail et c'est bon, ok? Allez, c'est l'heure de la Coupe du Monde, alors je vous laisse aller voir la Coupe du Monde. Si les filles ne vous regardez pas, je vous laisse aller boire un coup
et prendre un petit apéro avec ces messieurs qui regardent le match. Allez, ciao ciao, bon appétit et à tout à l'heure pour ceux que j'aurai. Et sinon pour les autres, merde et forza. Ciao ciao, à bientôt.